Salut à tous, vous êtes bien sur Culture et nous, la chaîne de podcast qui parle de tout et de rien, mais surtout de tout. Donc aujourd'hui, on va parler de la Hongrie. Cette année ont eu lieu les élections hongroises, qui a vu Orban triompher aux élections qui ont eu lieu le 8 avril dernier. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce que Orban a réussi à avoir autant de voix dans ces élections. Il y a différentes raisons qui expliquent cela. Et pour pouvoir parler de ce thème, je reçois deux invités, donc deux amis, donc Alexis qui connaît bien la Hongrie puisqu'il est d'origine hongroise, et Gaëtan qui est marié à une hongroise et qui a vécu là-bas pendant 10 ans et qui a fait un mémoire sur la Hongrie, sur la crise des migrants en Hongrie. Donc la première question que j'aimerais vous poser, les gars, c'est pour vous, pourquoi est-ce qu'à votre avis, Orban a réussi à faire ce score énorme de 48% et donc lui assurer les 2/3 du Parlement? Peut-être une raison historique? Peut-être Gaëtan, si tu veux commencer. Une raison historique non, je crois pas que la raison elle soit historique. Enfin, à cette question précisément, clairement, c'est d'avoir poussé sur le thème des migrants. Mm-hmm. Hein, enfin, si on veut aller vite, il a réussi à utiliser la peur quand même. Mais alors, il a réussi à utiliser la peur, mais on est d'accord que les migrants, quand ils arrivent en Europe, il n'y en a aucun qui reste en Hongrie. Enfin, oui, complètement. Quasiment pas. Oui. Mais justement, parce que je me rappelle que dans les discussions que nous avons eues plusieurs fois, tu m'avais expliqué que finalement, cette peur le fait qu'ils utilisent cette peur, elle vient aussi d'un élément historique, c'est-à-dire qu'ils ont été envahis par plusieurs différentes... Il y a un ressort, ouais. Il y a un ressort, ça veut dire un ressort en particulier. Voilà, bon, il s'appuie sur mais de toute façon, tout le discours d'Orban, parce que après on en parlera peut-être, mais il y a ce qu'il fait, il y a ce qu'il dit. Il y a une immense différence entre ce qu'il fait et ce qu'il dit. Mais ce qu'il dit, c'est quoi? En gros, c'est que les Occidentaux nous trahissent quand ils défient l'Union Européenne. Et de l'autre côté, il dit le monde musulman, c'est un peu ça le truc. Alors c'est quoi le monde musulman selon lui, c'est quoi? C'est pas que selon lui, mais il y a toute une partie de la droite conservatrice qui a cette vision d'une invasion, d'un choc des civilisations en fait. Hein, on reprend cette idée-là, comme si les civilisations étaient des acteurs. Oui. Hein, et qu'il y avait une espèce de grand plan, alors je schématise un peu, mais comme s'il y avait un grand plan d'invasion. D'accord. Et ça fait écho à des événements dans l'histoire de la Hongrie, qui sont l'invasion turque de la Hongrie donc, au XVe siècle, ouais. Et au XVIe siècle, en 1525. Voilà. Et les différentes trahisons qu'il y a eu dans l'histoire de la Hongrie, que ce soit par la France qui a aidé les Turcs à envahir la Hongrie, que ce soit l'Autriche qui a elle-même envahi la Hongrie, que ce soit par l'Allemagne, enfin... Les Russes, oui d'accord. Oui. Voilà. Mais la Hongrie a vraiment subi le poids des grandes puissances, que ce soit quand c'était des royaumes, c'était pas des nations, mais des royaumes, c'était des rois qui ont imposé leur puissance à la Hongrie. Et puis après les nations, plus récemment, c'est un pays finalement qui a été indépendant pendant un très court laps de temps, jusqu'en 1989. C'est un pays qui, j'ai envie de dire, qui n'a pas cette tradition d'être vraiment indépendant. Alexis, peut-être tu veux réagir à ça. Toi peut-être qui as de l'expérience du terrain, dans le sens où ta famille peut-être, je sais pas si tu as un élément à apporter là-dessus ou autre chose. Oui, tout à fait. Alors ce que je pense, c'est qu'effectivement à partir du moment où on commence à se pencher sur le cas de la Hongrie, je pense que déjà l'erreur qui est faite en France, c'est qu'on va vraiment en fait adopter un point de vue un peu franco-français et, pour aborder cette thématique, alors que finalement on a affaire à un pays qui effectivement a une histoire très difficile. Que ce soit comme le disait Gaëtan, l'invasion ottomane, que ce soit l'invasion autrichienne, la Seconde Guerre mondiale, l'invasion entre guillemets l'invasion par les Russes. Soviétique, l'influence. C'est pas entre guillemets. Non mais c'est l'imposition de l'invasion vraiment. Ouais. Voilà. Donc et je pense qu'il y a tout ça effectivement. Donc le pays finalement est devenu entre guillemets libre. Est devenu libre que dans les années 90 et je pense que c'est un pays qui a besoin d'avoir vraiment une identité, qui revendique une identité que nous par exemple en France on va peut-être pas avoir besoin de revendiquer autant parce qu'on a un pays qui est beaucoup plus ouvert et qui historiquement l'a beaucoup plus été. Et qui n'a pas subi les invasions comme et qui n'a pas subi différentes invasions. Donc c'est vrai qu'après quand Orban brandit un peu le spectre de l'invasion, il faut voir ça d'un point de vue hongrois qui est un spectre véridique alors que nous les Français nous avons été envahis quelques années finalement sur les derniers siècles.
Ouais, ça résonne dans l'histoire, ouais, bien sûr. Ouais, ça résonne très fort en fait dans l'histoire pour les Hongrois. Alors il y a quand même eu entre 1919 et 1945 une période où la Hongrie était indépendante. Mais même là, pour revenir sur cette période où ils ont été indépendants, parce que là on parle du fait qu'ils ont été envahis donc, par différents pays, par différents royaumes. Même durant cette période où ils ont été indépendants, ils ont subi une humiliation après la guerre, donc après le traité de Versailles en 1919, où finalement une partie de la population hongroise est restée en dehors de la Hongrie, ce qui peut expliquer aussi qu'il y a ce nationalisme présent en Hongrie, le fait de vouloir aussi dire qu'on est un grand peuple et qu'on est trahi par tout le monde et qu'on restera une grande nation à tout jamais. Je sais pas, Alexis, peut-être. En fait, il y a une blague qui se fait souvent en Hongrie, c'est de dire que la Hongrie est le seul pays qui a des frontières avec lui-même. Ça veut dire qu'en fait, finalement, oui, il y a une grande rancœur qui reste de la part des Hongrois du fait que le pays a été divisé lors du traité du Trianon en 1919 et qui se reflète directement aujourd'hui dans une espèce notamment de haine que personnellement j'ai pu percevoir plusieurs fois à l'égard des Français, même toi d'ailleurs. Oui, quand je partais en vacances. Voilà, c'était déjà arrivé d'avoir des remarques ou des choses de la part de certains Hongrois, comme quoi ils n'aiment pas les Français, et ce pour des raisons qui sont principalement historiques. D'accord, oui. Voilà, et qui ont été beaucoup aussi agitées par l'ultra-droite hongroise. D'accord. Voilà. Donc là, on part du principe donc, que les raisons qui expliquent que Orban a joué sur le nationalisme, c'est des raisons qui peuvent être une partie, c'est les raisons historiques. Là-dessus, on pose le biais là-dessus. Il y a aussi, je me rappelle, Gaëtan, même toi, Alexis, vous me l'avez dit plusieurs fois, c'est que la Hongrie n'a jamais fait le travail historique que d'autres pays ont pu faire après la Seconde Guerre mondiale, puisqu'ils ont été envahis par les soviétiques. Et peut-être ça, c'est toujours aussi latent en Hongrie. Je sais pas, Gaëtan, si tu peux. D'accord. Hein, moi, il faut remettre au clair les choses sur ce narratif. Ça, c'est un narratif que la Hongrie a été coupée. Quand il y a eu la fin de la Première Guerre mondiale, les Hongrois ont chargé une mission avec un géographe qui a été chargé d'une mission en fait géopolitique. C'est-à-dire, c'est quoi ? C'est de projeter une image de la Hongrie. Et donc, c'est la fameuse carte rouge qui répertoriait partout où il y avait des Hongrois. Mais il n'y avait pas de distinction de pourcentage sur cette carte. C'est-à-dire que partout où il y avait des Hongrois, même s'il y en avait 5 sur une population de 100, il allait mettre du rouge dessus. Et le fait que c'était rouge et pas jaune, ça se voyait plus. Donc qu'est-ce qui se passe en vérité ? C'est vrai qu'il y a des Hongrois, il y a une forte minorité hongroise en Slovaquie, il y a une forte minorité hongroise en Transylvanie, parfois même des majorités en Transylvanie, en Voïvodine, donc en Serbie, il y en a un petit peu en Croatie, et il y en a aussi en Ukraine, hein, et il y en a même un tout petit peu en Autriche, tout ça c'est vrai. Mais c'est des minorités. C'est des minorités. Et c'est des minorités qui n'ont peut-être plus grand chose à voir avec la Hongrie telle qu'elle est aujourd'hui. Alors ça, c'est un autre question. Alors ça, c'est très intéressant ce que tu dis. Alors ça prendrait beaucoup de temps. Mais par exemple, les gens qui habitent en Voïvodine, et j'ai parlé avec certains d'entre eux, eux, ils considèrent c'est un mini melting point, cette région de la frontière entre la Serbie et la Hongrie. Il y a tout un tas de gens. Il y a des Roumains, il y a des Serbes, il y a des Hongrois, il y a des Serbes hongrois, il y a des Hongrois serbes. Enfin, c'est un melting pot. Les gens se considèrent plus de cette identité-là. D'accord. Si on va en Transylvanie, la Transylvanie, quand elle a été rattachée à un moment dans l'histoire à la Hongrie, on a vu que ça fonctionnait pas, parce qu'en fait, les Transylvaniens, finalement, se considéraient pas tant hongrois que ça. D'accord. Et il y avait des différences de culture, parce qu'ils s'étaient séparés. Donc, cette image que la Hongrie a été trahie, il faut faire attention, parce que c'est une image, c'est une représentation, et je le dis sans... sans que ce soit négatif du tout, mais c'est une représentation de droite, hein, c'est une représentation partisane de la Hongrie en 1920 et qui a été reprise. D'accord. Alors vas-y Alexis, pardon. Alors là-dessus, voilà, moi Gaëtan, j'ai eu une expérience un petit peu différente là-dessus, c'est-à-dire que je connais plusieurs Hongrois de Roumanie, donc de Transylvanie principalement, et en fait moi ce que j'ai compris, c'est que je connais notamment 2 personnes qui ont été élevés en Transylvanie et qui se sont en fait toujours considérés comme hongrois. Ça veut dire que depuis petit, en fait, on leur disait tu es hongrois, tu as une identité hongroise et tu vis dans un pays qui n'est peut-être pas le tien, mais tu es en Hongrie. Et donc voilà, la Transylvanie, c'est un peu ça. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'enfants auxquels on va dire, peut-être que les parents, effectivement, ont des idées de droite. Hein. Bon, après, ça, c'est quelque chose que j'ai... Non, c'est autre chose. C'est quelque chose que j'ai pas forcément pu vérifier. Mais par contre, effectivement, le Transylvanien hongrois se considère, en tout cas certains se considèrent comme hongrois. Et beaucoup de ces personnes ont pu acquérir
à leur majorité automatiquement la nationalité hongroise. C'est-à-dire qu'en fait c'est quelque chose je pense que c'est un ressentiment, enfin pas un ressentiment mais un sentiment qui est voulu et agité par le gouvernement et par les gouvernements successifs, qui a été agité par les gouvernements et par les Hongrois pour finalement un peu rapatrier ces populations, parce que finalement ces populations ont un intérêt à la fois électoral, ces populations ont un intérêt économique. Et pour ces populations, l'intérêt, il est sentimental. Donc finalement, c'est quelque chose qui est assez complexe et qui, je pense, renvoie finalement à qu'est-ce que l'identité hongroise. Et surtout dans des régions comme l'Europe centrale, l'identité a toujours été une question assez compliquée de par toutes les séparations de frontières qu'il y a pu y avoir. Alors, vas-y Gaëtan, tu peux peut-être non, mais en fait j'ai la même expérience que toi, donc j'ai rencontré aussi plein des Transylvaniens qui se revendiquent hongrois. Mais ce qui est marrant, c'est que quand on va vraiment dans le sérieux et c'est réel, hein, donc c'est pas une blague, hein, tu vas chez eux, moi j'ai été chez eux, tu bois de la palinka, la palinka, je précise pour ceux qui connaissent pas, c'est l'alcool hongrois qui est d'ailleurs particulier, mais... On parle hongrois, ils se disent hongrois, fiers d'être hongrois, etc. Mais dans les faits, quand on leur demande s'ils veulent vivre en Hongrie, par exemple, ou s'ils voudraient être attachés à la Hongrie, tout de suite c'est très différent. Je prends l'exemple de ces personnes, pourquoi ? Parce que ces deux personnes, en l'occurrence, sont devenues hongroises. Et sont partis en Hongrie. Voilà. Alors peut-être que là, ce que vous expliquez, c'est que finalement, donc, moi, ce que je comprends, donc les raisons historiques, on les a dites. Il y a des raisons géographiques aussi, le fait que des Hongrois sont en dehors de la Hongrie telle qu'elle est aujourd'hui, du fait des différents découpages qu'il y a eu au cours de l'histoire. Il y a une filiation sentimentale, mais qui n'est pas finalement réelle. Dans le sens où ils sont hongrois mais qui veulent rester en dehors. C'est un peu comme en l'ex-Yougoslavie, on va dire, il y a des gens qui sont plus serbes mais qui finalement n'ont aucun rapport avec les Serbes. Enfin, il l'a dit, c'est une région où les identités sont multiples ou sont complexes. Donc c'est très compliqué. Mais alors, pour continuer un peu, c'est-à-dire que donc, quand il y a eu la chute du mur, donc la fin du communisme en 1990, où du coup la Hongrie a retrouvé son indépendance totale, donc ils n'ont pas fait le travail sur leur histoire comme on a dit. Ensuite, il y a eu des raisons économiques qui ont fait aussi, alors dites-moi si aussi Orban aujourd'hui a réussi à prendre le pouvoir en 2010 et à garder le pouvoir. Est-ce qu'il y a des raisons économiques, c'est-à-dire le fait que la Hongrie soit économiquement faible ? Dites-moi ce que vous en pensez de ça ou pas. Gaëtan peut-être ? Le fait que par exemple le niveau de vie, Alexis, soit faible. Je sais pas si c'est une raison, hein. Je demande si c'est une raison qui a fait que Orban soit... Et puis une chose qu'il faut savoir en Hongrie, effectivement, c'est que le Hongrois moyen gagne en moyenne 500 € par mois. Voilà, 500 à 600 € par mois, c'est à peu près bon. J'ai pas le chiffre exact, mais. Non, mais en gros, c'est ça. Le revenu médian, je crois, est à peu près dans ces zones-là. Est-ce que c'est un revenu qui est beaucoup plus faible que ce qu'on pourrait avoir dans des pays occidentaux, par rapport à des prix qui finalement sont pas beaucoup moins élevés que. D'accord, c'est la question. Qu'en France, parce que finalement, si vous regardez les produits qui sont les plus consommés, qui sont les produits alimentaires, tout ce qui est high-tech aujourd'hui, tout ce qui est vêtements, c'est des prix en fait qui sont standardisés dans toute l'Europe. Donc c'est des prix qui, pour nous, par exemple français ou allemands ou anglais, sont des prix qui sont acceptables parce qu'on a des revenus qui sont plus importants, mais qui sont des prix qui pour des Hongrois sont complètement, sont vraiment chers. Voilà. D'accord. Et donc en fait, je pense que là-dessus, effectivement, forcément, le fait d'avoir quelqu'un comme Orban qui, dans ses discours, prône la renationalisation, qui se revendique, après, je sais pas si c'est vrai, mais ça c'est un autre débat, mais qui dit qu'il se bat contre les multinationales pour renationaliser les ressources de l'État, pour par exemple, il y a une histoire il a fait ça, il a quand même renationalisé pas mal de choses. Bon, il y a des choses qu'il a faites, d'autres qu'il a pas faites, mais en tout cas ça a été très présent dans le discours. Quand même, ça existe. Et je pense que voilà, pour un Hongrois, ça peut être quelque chose qui est vraiment très important, parce que finalement ça inclut une baisse des prix, ou du moins même si les prix restent les mêmes, ça inclut de donner à son propre pays et pas à un autre pays comme par exemple l'Allemagne, qui avait pris une hégémonie. Enfin, il y a énormément d'enseignes allemandes aujourd'hui, ne serait-ce que la plupart des enseignes, c'est Spar. C'est Spar. Et c'est allemand d'ailleurs. C'est allemand. Voilà, et donc en fait, les Hongrois avaient peut-être un peu que l'Europe occidentale profitait d'eux et profitait de leur situation de faiblesse pour finalement s'y implanter. Et donc en fait, je pense qu'il y a eu un raccourci indirect qui s'est fait entre la pauvreté en Hongrie et l'Occident. Ce à quoi Orban a répondu par un discours très violent qui a pu peut-être... Alors, si je demande ça, c'est que, alors, là, de ce que tu expliques, c'est aussi, j'avais lu ça dans le Courrier International, alors, c'est pas spécifique à la Hongrie, mais à beaucoup des pays de l'Est qui appartiennent à l'Union Européenne, c'est qu'il y a les pays occidentaux, alors c'est l'analyse qu'il faisait, vous me dites si vous êtes d'accord ou pas, les pays occidentaux comme la France, l'Allemagne, où on a un niveau de vie qui a été plus élevé, donc du coup on est plus dans la recherche de liberté, plus dans la recherche
politique, alors que eux, du fait de leur histoire, du fait de leur économie, ils sont plus dans la recherche du bien-être financier plutôt que de la politique libérale. Je sais pas si Gaëtan, peut-être, tu es d'accord avec ça. Ouais. J'avais lu ça dans Courrier. Ouais, je pense que c'est pas faux. Il y a une espèce, mais dans tous les pays qui sont sortis du bloc soviétique, il y a ça. Il y a à la chute du mur, il y a un défoulement. Tout le monde prend le crédit en 90 et achète une voiture. Hein, c'est un peu normal. Oui, mais tout le monde, je veux dire, tout le monde a envie d'avoir une voiture, un lave-linge et un écran plat, j'ai envie de dire. Mais si je disais ça, pardon, c'est que, en fait, je continue dans mon raisonnement, c'est que pour nous, enfin pour les pays occidentaux, Orban est vu comme un autoritaire, un dirigeant autoritaire, et les Hongrois finalement s'en fichent d'avoir un dirigeant autoritaire. Ce qu'ils veulent, c'est avoir un dirigeant qui leur permette d'avoir une situation financière, une dignité financière ou une dignité qui leur permet de vivre correctement. Est-ce que c'est aussi une des raisons qui explique qu'ils s'en foutent complètement que Orban un peu ferme les différents... C'est difficile de répondre à cette question parce qu'il faudrait savoir ce que les Hongrois pensent. Ça c'est pas possible par définition. Avec le big data. Mais ouais, ouais. Non, mais disons que moi je crois que c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que là, les Hongrois se voient facilement. Ils se racontent un récit quand même. Il n'y a pas eu. Le problème du communisme, c'est que les Hongrois n'ont pas pu se créer un récit national. Quand ils n'ont pas eu le droit d'avoir de droite qui existait. Moi, je pense personnellement, là c'est vraiment très personnel, que une démocratie, ça fonctionne quand il y a une droite et une gauche qui dialoguent. Hein, et donc voilà, comme en France, un coup c'est la gauche, un coup c'est la droite, mais il y a un dialogue. En Hongrie, mais dans les autres pays de l'ancien bloc soviétique, il y avait que la gauche. On n'avait pas le droit d'être de droite. Hein. Et donc on n'a pas pu dialoguer, et puis on n'a même pas pu faire de travail sur l'histoire. Et donc quand il y a quelqu'un qui arrive et qui dit « je vais vous redonner votre dignité », même s'il raconte n'importe quoi, même si finalement ce qu'il fait c'est voler son propre pays, parce que c'est ce que je pense qu'il fait, et ben ça parle aux gens. Et comme parce que je réponds comme ça parce que tu disais oui finalement les Hongrois s'en foutent. Je crois que les Hongrois s'en foutent parce que ils ont au moins l'impression, il y a au moins cette idée que il leur redonne une dignité. Ce qui, je pense, est complètement faux. Mais il y a cette image. Ça, je pense que ça peut fonctionner. D'accord. Mais alors, moi, la question que je pose, c'est une fois qu'on a posé donc, tout ça, c'est-à-dire qu'il y a un besoin de reconnaissance de l'histoire, un besoin de reconnaissance financière, il y a quand même des gros problèmes en Hongrie, ne serait-ce que la démographie. Je vous ai entendu tous les deux plusieurs fois me dire que la Hongrie, au niveau de la population, va baisser énormément dans les années qui vont suivre, puisque les diplômés hongrois ne restent pas en Hongrie, puisque c'est compliqué de vivre en tant que médecin en Hongrie. Peut-être Alexis, tu veux réagir là-dessus. Le fait que la population diminue, qu'il y a une baisse de natalité et que les nouveaux diplômés partent de Hongrie. Est-ce que ça, finalement, ça pourrait pas être un regain contre Orban à un moment donné? En fait, voilà, pour avoir croisé énormément de jeunes en Hongrie, pour avoir discuté un petit peu avec eux, c'est vrai que le discours majoritaire qui revient chez les jeunes diplômés, c'est « je vais me barrer ». Voilà. Ouais. Ce à quoi l'État a trouvé une solution qui, je pense, est plus que discutable, qui était de faire signer un document aux Hongrois qui commençaient leurs études, comme quoi ils étaient obligés de travailler 5 années dans le pays avant de pouvoir le quitter quand ils commençaient leurs études. Comme quoi, alors, document qui est discutable, d'un côté oui et d'un côté non, c'est-à-dire qu'en fait le jeune hongrois veut forcément gagner plus, veut avoir, on va dire, une revue financière à hauteur de ses compétences. Parce que juste pour préciser, un dentiste par exemple qui commence, il gagne combien? 300 €, c'est ça? 400 €? Un médecin à peu près. Un médecin gagne pas beaucoup plus que le SMIC de là-bas. Voilà, okay, voilà. 300-400 €, voilà. Et un prof aussi. Voilà, prof aussi, c'est poser les bases. C'est des salaires qui dans un pays de l'Union Européenne sont scandaleux, clairement. Pour des gens qui ont fait... Pour des gens qui savent qu'en Allemagne, ils pourront toucher 10 fois plus. Ouais, c'est ça, exactement. Ou même en France, pourront toucher 6 fois plus. C'est des choses qui les incitent pas à rester en Hongrie. Après, ce que disait Orban, c'est que, oui, d'accord, mais vous faites vos études en Hongrie et vous sont payés par l'État hongrois, donc vous devez ça à l'État. Donc finalement, c'est deux points de vue qui, je pense, peuvent se justifier, mais bon, voilà, c'est les deux points de vue, en tout cas, qui ont émergé là-dessus. Mais tu penses pas justement que la jeunesse, du fait de ces problématiques-là, notamment la jeunesse diplômée, va pas à un moment donné se révolter contre Orban? Est-ce qu'il n'y a pas un risque ou est-ce qu'ils sont trop minoritaires? C'est-à-dire le fait que finalement ils vont dire on en a marre de bosser de faire des études et des pays avec des clopinettes et finalement de vouloir autre chose. En fait, je pense que le problème c'est qu'à partir du moment où les gens sont maintenus en dessous d'un certain seuil, finalement le problème c'est qu'en fait, c'est bête à dire mais c'est un problème de riches.
de se préoccuper de politique et de commencer à se révolter, etc. Bah, c'est justement ce que je disais tout à l'heure. C'est un problème de riche. Je veux dire, eux, leur seul problème, c'est juste de vivre au quotidien. Celui à qui ça ne plaît pas, il va partir. Et celui qui arrive à s'en sortir, il va s'en sortir et il va tout faire pour gagner cet argent, quoi. En fait. Gaëtan, tu verras. Je pense. Oui. En tout cas. Bah après, chacun notre avis, c'est le but du podcast, mais Gaëtan, je sais pas ce que tu penses pas Non, forcément je ce que dit Alexis, mais sur le fait. parce que toi qui as travaillé dans un truc dentaire en Hongrie, peut-être que tu pourrais dire, enfin, pas forcément que sur ça, mais oui, enfin bon, ça c'était un cabinet spécial, mais non, je pense que d'accord, je vais raconter une anecdote là-dessus. Moi, j'étais à la frontière entre la Hongrie et la Serbie, j'étais à Châtellum. À Châtellum, c'est connu parce qu'il y a une vidéo sur internet qui circule avec le maire de Châtellum qui est d'extrême droite. Alors, Châtellum, tu veux préciser aussi Ouais, donc c'est la frontière avec. C'est au sud de Szeged. C'est vraiment à la frontière avec la Serbie, là où sont passés tous les réfugiés en 2015. D'accord. Et c'est une ville qui est Jobbik, donc le maire est Jobbik, elle a voté énormément, enfin une immense majorité pour Jobbik. Je précise pour ceux qui nous écoutent, Jobbik c'est l'extrême droite, mais vraiment dur en Hongrie, pour préciser concrètement. Et donc j'ai parlé avec une personne là-bas, et donc je lui demandais mais alors qu'est-ce qui se passe ici? Et donc elle me dit alors il y a des problèmes avec les migrants. Alors je me demande, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Elle me dit, ils passent ici, ils sont sales, ils laissent leurs affaires, ils laissent des couches, des papiers par terre, voilà, ils passent dans les jardins, ça crée des problèmes et tout. Je fais, dis donc, c'est vrai, ça crée des problèmes. Et puis d'elle-même, je laisse un blanc, et puis d'elle-même, elle continue, elle dit, bon, en même temps, des fois, quand on voyait que ça allait pas, on leur donnait une pomme, on leur donnait à manger. Il y en a à qui on permettait d'aller aux toilettes, de prendre une douche. Et puis, donc voilà, c'est déjà un discours un petit peu différent. Et après, elle me dit, mais de toute façon, c'est pas ça le vrai problème. Je fais, bon, c'est pas ça le vrai problème, qu'est-ce que c'est le vrai problème? Le vrai problème, c'est qu'il n'y a rien à faire ici. Et bon, il n'y a pas de travail? Non, il n'y a pas de travail. Alors toi, je lui demande, mais qu'est-ce que tu veux faire toi? Elle me dit, écoute, soit je vais être policier, soit je vais rejoindre mon frère. Comment ça tu vas rejoindre ton frère? Je vais rejoindre mon frère qui habite à Londres. D'accord. Et elle me dit, voilà, le village s'est vidé. Je parle d'un village, c'est à Châtellum, c'est un village. C'est combien d'habitants à peu près Je sais pas, s'il y a 2000 personnes, c'est bien. Ouais, donc mais donc, et elle pensait à ça, elle pensait aller à Londres. Alors attends, juste, quand tu dis qui s'est vidé, les habitants sont partis, les jeunes sont partis à Budapest ou à l'étranger? À Londres. À Londres, essentiellement, d'accord. Ils veulent aller à Londres. Okay. Et soyons clairs, je me suis dit, après j'ai pris la voiture et je me suis dit, mais quand même c'est marrant quoi. Ces gens qui habitent là, ils voient ces migrants, donc là je parle de 2015, de la crise. La crise énorme. Ils voient ces migrants passer là par milliers, ne pas vouloir rester, ils veulent pas rester en Hongrie, la plupart, l'immense majorité. Où est-ce qu'ils vont? Ils vont à Londres. Et où est-ce qu'eux-mêmes veulent aller? Ils veulent aller à Londres. Moi je sais pas quoi penser de ça. Mais c'était la situation. Mais c'est vrai, c'était la situation. Oui, c'est-à-dire qu'en fait ils critiquent les migrants, mais eux-mêmes veulent être des migrants. C'est ça. Et en même temps, ils votent extrême droite. Enfin bon, c'est... Voilà, il y a une espèce de représentation... Pas de paranoïa. Non, elle était calme, elle était pas du tout paranoïaque, elle était pas raciste, elle était pas xénophobe, elle était même pas xénophobe. Elle était juste désespérée, c'est ça? Je crois qu'elle était désespérée, juste, ouais. Ça, c'est peut-être beaucoup de gens qui sont dans la misère, finalement, ils sont désespérés, donc ils trouvent n'importe quelle raison pour peut-être... Ouais, en même temps, j'avais l'impression que ça en disait long. Qui est-ce qui vote, juste pour un aspect, qui est-ce qui vote pour Orban aujourd'hui? C'est les campagnes. C'est les campagnes. Alors, est-ce que t'as eu est-ce que je sais pas si vous avez les chiffres à Budapest, je alors voilà, à Budapest c'est la gauche, c'est le MSP qui a gagné, j'ai pas regardé les détails. Attends, on est d'accord qu'en Hongrie il y a combien? Il y a 10 millions d'habitants? C'est ça. 9,8. À Budapest, il y en a combien? Ouais, il doit y avoir 2,5, 7, ouais. D'accord, ok. C'est quand même un quart. Budapest représente quand même un quart. Un quart de population. Ouais. Et on va dire que la région budapestoise doit regrouper un tiers du pays. Ouais, voilà. Ouais, exactement. Mais en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que la Hongrie... Juste, je reviens en arrière. Mais, mais au tournant du siècle, en 1900, Budapest, et donc la Hongrie, c'est ou le centre, on va dire, intellectuel européen, mais voire du monde.
et multiculturel. Oui, Voilà, exactement. Il y a une blague, hongroise, mais qui s'avère être vraie en fait, où il y avait des gens des physiciens qui se rassemblaient autour des histoires de physique atomique. Et donc ils étaient 5 ou 6 je crois, et donc il y avait Einstein parmi eux, et donc Einstein sortait de la pièce, et les autres disaient bon bah alors maintenant on peut parler hongrois. Hein, mais ça c'est réel. Réel. Et il n'y a pas que ça, il y a plein de, il y a de la littérature, il y a vraiment un bouillonnement au tournant du siècle à Budapest et à Vienne, c'est les deux, intellectuel, il y a vraiment une intelligentsia et donc une culture qui va sortir de ça. Cette intelligentsia, elle existe encore, et il faut bien dire les choses comme elles sont. Quand on parle de fuite des cerveaux, aujourd'hui, elle est partie de Hongrie, en grande majorité. D'accord. Pas toutes, pas oui, bien sûr, mais beaucoup est parti. Et ça dit quelque chose. D'accord, oui. Bah, c'est un pays qui se meurt. Je sais, c'est trop fort comme terme. C'est trop fort comme terme. Non, mais c'est trop fort. Oui. En tout cas, c'est un pays qui va très mal parce que quand on me dit que les jeunes diplômés s'en vont, que l'intelligence s'en va, et que finalement. Enfin, l'intelligentsia est partie. Il y a longtemps déjà. Il y a longtemps. Mais voilà, oui. En fait, c'est un pays qui finalement se cherche. Ne serait-ce que Gaëtan, donc toi, ta femme qui est hongroise. Ne vit plus en Hongrie. Moi, ma mère qui est hongroise ne vit plus dans le pays. Oui. Voilà. Oui, c'est pas. Oui. Moi, j'en connais plein. Voilà, moi aussi, je connais plein de personnes qui sont parties. Il y en a plein. Moi, je prends juste l'exemple de ma mère. Effectivement, la plupart de ses amis qui sont, on va dire, issus du milieu intellectuel hongrois ne sont pas en Hongrie. Ils vivent en Allemagne, ils vivent aux États-Unis, en France, mais pas en Hongrie. D'accord, Mais ça, c'est aussi beaucoup dû à une espèce de répression. Enfin, la répression qu'il y a eu pendant le régime soviétique, tout à fait, oui. Qui a un peu chassé. Il y a la vague de 56. Hein. Voilà, il y a quand même une grosse vague de 56. Alors, la grosse vague de 56, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la révolution qu'il y a eu à Budapest en 56, où ils sont révoltés contre l'invasion, contre le régime soviétique, pour préciser pour ceux qui ne connaissent pas trop. Oui. Peut-être continuer à réagir là-dessus, ou... Parce que moi, quand je vous entends, Alexis, peut-être tu veux dire quelque chose. Quand je vous entends là-dessus, donc le fait que finalement les gens s'en vont, enfin l'intelligentsia est partie, que les jeunes diplômés s'en vont, qu'ils veulent tous partir à Londres, qu'ils pensent que la vie est mieux en France, en Allemagne, etc. Ça pose la question, moi là ce qui me vient, c'est le rapport de la Hongrie à l'Union Européenne. Parce que là on parle quand même de personnes qui s'en vont de la Hongrie pour aller à l'Union Européenne. Alors là vous verrez la... si vous avez la chance de voir la tête des deux personnes, là, c'est drôle. Là, je trouve ça intéressant parce que voilà, comme disait Gaëtan en prenant l'exemple de cette dame qui vivait donc dans ce petit village à la frontière serbe, qui est partie, qui en a marre des immigrés, mais qui elle-même veut partir à Londres, donc en Union Européenne. Le fait que Orban aussi lui ait un discours quand même assez particulier face à l'Union Européenne, c'est-à-dire on est contre, mais on profite aussi un peu de l'argent qu'on reçoit de l'Union Européenne. Peut-être des informations là-dessus, qui peut-être réagir là-dessus le premier, Gaëtan, Alexis. Alexis, vas-y peut-être sur le rapport de la Hongrie à l'Union Européenne, ou d'Orban à l'Union Européenne. Je pense que c'est un rapport qui est assez paradoxal parce que, en fait, ce qui s'est passé, moi je me rappelle quand j'étais petit. Alors, je précise juste, la Hongrie est rentrée en 2004 de l'Union Européenne. Je précise juste pour ceux qui. Voilà. Quand j'étais petit, je me rappelle que il y avait un certain enthousiasme vis-à-vis de l'euro. Déjà, parlons de l'euro. Je me rappelle que quand j'étais petit, je marchais dans les rues de Budapest et je voyais les prix qui commençaient à être affichés en euros, dans les commerces. D'accord, Les prix qui étaient affichés en euros. Et du coup, finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un espèce d'enthousiasme de l'entrée dans l'Union Européenne qui s'est finalement très vite estompé. Et finalement, donc, les Hongrois ne sont pas rentrés dans l'euro. Parce que. Il y a eu un référendum, c'est ça, non ? Il y a eu un référendum. En 2009, tu m'avais dit, je crois, c'est non ? Je crois que c'est ça, oui. Il y a eu un référendum. Gaëtan, tu te rappelles le référendum ? Oui, mais enfin, c'est pas les vraies raisons. Mais il y a eu un référendum. En fait, c'est compliqué parce que. C'est compliqué cette question. En fait, la Hongrie n'avait pas forcément la situation économique pour rentrer dans l'euro. Et même si elle l'avait eu, elle n'y serait peut-être pas rentrée. C'est compliqué. Les raisons exactes du fait qu'ils ne sont pas rentrés dans l'euro sont. Mais c'est un débat entier. Voilà, ça c'est une longue question. Donc pour revenir sur ce que tu disais par rapport à toi, tes souvenirs d'enfant quand tu voyais les prix en euros. Effectivement, on voyait les prix en euros et en fait il y avait un certain enthousiasme vis-à-vis de l'Europe qui s'est totalement estompé. Et donc en fait c'est paradoxal parce que les Hongrois en général critiquent l'Europe parce que en fait ils considèrent, je pense, d'après ce que j'en ai vu en tout cas, considèrent que finalement l'Europe c'est l'Europe occidentale.
Que eux, finalement, en fait, c'est ce qu'on a appelé l'Europe à deux vitesses. Ça veut dire qu'en fait, il y a l'Europe occidentale qui jouit d'une certaine puissance économique et d'une certaine, comment dire, enfin, en tout cas, dans la tête des Hongrois et des gens de d'Europe centrale. D'une aisance, quoi, Voilà, on va dire. On jouit d'une certaine aisance, alors que eux, c'est un peu les oubliés de l'Europe, finalement. Bon, après, voilà, la question, enfin, la vraie question, c'est quelle est la part, qu'est-ce que l'Europe leur apporte et qu'est-ce que l'Europe leur enlève. Et là-dessus, notamment, finalement, ce qu'Orban a beaucoup dit, c'est que ce que l'Europe enlève à la Hongrie, c'est son identité. C'est-à-dire que l'Europe, en fait, l'Europe veut voler son identité à la Hongrie, veut voler son identité aux pays de l'Est, finalement voler leur identité au peuple en imposant l'immigration. Voilà, l'immigration a été brandie comme un... Parce que ça, c'était l'un des arguments principaux de Orban à chaque fois. Voilà, en fait, Orban, clairement, je pense qu'un de ses grands... Aujourd'hui, on va dire que la grande... comment dire, le plus gros dilemme aujourd'hui de la Hongrie, c'est l'immigration, oui ou non. Donc là, la Hongrie, majoritairement, finalement, est contre. Et c'est en grande partie pour cette raison que Orban peut rester au pouvoir malgré tous ces écarts, malgré le fait qu'il est accusé d'avoir quand même muselé l'opposition, qu'il est accusé de ne pas laisser les médias libres, qu'il est accusé, comme tu disais tout à l'heure Gaëtan, de voler le pays, finalement. Ok, oui. J'y vais fort, mais oui, c'est ça, mais c'est ça. Ouais. Oui, bien sûr, non, mais il y a, et pas y a, que y a ça, mais ouais, voilà. Il n'y a pas que ça, mais... Il n'y a pas que ça, voilà, il a accusé plein de choses, mais finalement les gens continuent à voter sur lui parce que Orban soutient une politique anti-immigration qui finalement a l'air de convenir aux Hongrois en l'état des choses. Mais là, moi, la question que je me pose, c'est que alors, la Hongrie, donc Orban a ce discours-là, le gouvernement hongrois a cette position-là. Comment est-ce que réagit l'Union européenne face à la Hongrie? Parce que, d'accord. Alors... Juste, je pose la question parce que quand on voit que la Pologne suit un peu le même schéma que Orban. Enfin, peut-être que c'est plutôt le qui suivrait la... Non, mais quand je dis ça, c'est-à-dire que c'est un gouvernement aussi de droite, autoritaire, qui s'installe, etc. L'Europe est plus inquiète de la situation peut-être en Pologne. Dites-moi si j'ai tort ou pas. Mais non, je pense que tu as assez raison. Parce que c'était une question. Il y a plusieurs choses. Ouais. Juste pour dégraisser le mammouth. Dégraisse le mammouth. Donc, il y a deux choses. Orban, donc en fait, c'est vraiment un politique, et j'ai envie de dire. C'est vrai que c'est un peu négatif, mais j'ai envie de dire c'est un politicard. Il faut revenir, il faut regarder le parcours d'Orban. Orban, c'est un opportuniste. Hein. Quand il faut être libéral en 90, il est libéral. Quand il faut être de droite modéré, il est de droite modéré en 2000. Quand il faut être de droite beaucoup plus dur, voire d'extrême droite, il l'est en 2010. Hein. Donc il sait exactement ce qu'il fait. Et il sait exactement ce qu'il sert comme idée à son peuple. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec l'Europe? Quand il est à Bruxelles, quand il est au Conseil des ministres, Orban, c'est un Européen, c'est un très bon élève, Orban, c'est un europhile. Bah attends, je me permets de réagir sur ce que tu dis. Vas-y. Parce que moi je me rappelle il y a quelques mois, alors je sais plus qui c'était un député européen qui avait réagi face à Orban justement en lui disant que c'était qui profitait de l'Europe. C'était Cohn-Bendit ou c'était... Non, c'était... Verhofstadt. Je crois que c'était ça peut-être. Ouais. Tu me dis que c'est un europhile, mais pourtant c'est pas le discours qu'ont les dirigeants européens par rapport à Orban. Alors, déjà c'est des députés européens. Donc oui, députés européens, oui, pardon. Ouais. Donc c'est des députés européens, et c'est des députés européens du Parti libéral. Oui. Donc Orban, lui, fait partie du PPE. Si Orban n'a pas été inquiété par le Parlement européen ou pas trop par la Commission, c'est parce que Juncker il fait partie de la même alliance avec le PPE dont Orban fait partie. Hein. Son parti fait partie du PPE. D'accord. Oui. Donc qu'est-ce qui se passe clairement? Le PPE a besoin au Parlement de certains votes. Le Fidesz fait partie du PPE. Le PPE s'accommode très bien des écarts d'Orban. Le Fidesz, c'est le parti d'Orban. Voilà. Alors, ça a été dit là dans les médias il y a pas si longtemps que ça. De l'autre côté, la gauche, les socialistes européens s'accommodent très bien du pouvoir en place, enfin qui est plus en place d'ailleurs, il a démissionné, en Slovaquie. Donc ça c'est un jeu. Hein. Il y a un Parlement européen et on essaye d'avoir la majorité, évidemment, le groupe le plus important possible. Quitte à des fois faire des choses qui sont pas très moralement acceptables. Hein.
il y a des gens au PPE qui critiquent la moralité des choses, des actes d'Orban, et justement sur l'état de droit. À mon avis, c'est justifié. Même à beaucoup plus petit niveau, on est dans une corruption qui est quand même relativement globale. Alors, alors ça c'est une question, t'as complètement raison, mais ça, il y a le travail sur les médias, on le sait, enfin je veux dire, c'est du Montesquieu basique, la séparation des pouvoirs, c'est ce qui fait un état de droit. Voilà, et ça n'existe plus en Hongrie, c'est ça? Enfin, ça existe plus ou moins, quoi. D'accord, donc c'est pas une dictature, c'est pas vrai que c'est une dictature, mais l'état de droit est sérieusement atteint. D'accord. Alexis, tu parlais de la corruption aussi, qui était aussi un problème. Alors, la corruption en Hongrie, elle se traduit parce que le nombre de fois où j'ai pu discuter avec vous de cette problématique en Hongrie, c'est quelque chose qui est présent aussi dans la société elle-même. Oui. Dans le sens où il y a une corruption financière, mais aussi une corruption, c'est-à-dire que je te donne quelque chose, tu me le rends en retour, en gros, de ce que tu m'as dit. Alexis, je sais pas si tu commences à me dire que la corruption... Je prends un exemple vraiment assez bête, donc qui revient finalement à ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport au salaire des fonctionnaires. Un policier en Hongrie gagne, je crois, 400 € par mois, comme ça. Un policier qui gagne 400 € par mois, un policier en France, on gagne environ 2500 à peu près. À peu près. Un CRS gagne 2000. Et je prends le CRS parce que je pense que c'est policier. Ok, le CRS, on prend le CRS. Par contre, du principe qu'un flic gagne 2000 €. Un policier gagne 2000 €. Ok, voilà. vas-y. Un policier qui gagne 400 € ne se comportera jamais pareil qu'un policier qui gagne 2000 €. Et donc en fait, le problème, c'est que c'est une corruption qui va se traduire dans des strates, dans des plus petites strates de l'État, et qui va être finalement vécue par le peuple hongrois, et qui va finalement donner un sentiment qui est légitime d'un État qui est corrompu, et qui finalement, comme tu disais tout à l'heure, est corrompu à plus grande échelle. Voilà. Non mais d'accord, donc la corruption c'est donc un des problèmes en Hongrie. Oui mais c'est le... Donc, d'accord, je commence à dire le fait que l'état de droit ne soit plus respecté, alors les différentes, que ce soit voulu ou pas, que ce soit de fait, que ce soit voulu par Orban, que ce soit de fait par la corruption. Ouais, les deux choses sont... Mais c'est lié, enfin voilà. Oui. Moi je parlerais pas de corruption. Alors là... Le clientélisme, mais bon. Le clientélisme. Alors pour préciser ce que c'est le clientélisme c'est que quand, imaginons que moi je dis à Alexis, bah tiens je te trouve un job pour ton neveu, toi en retour, dans 2 ans tu me devras ça en retour. En gros, c'est ça le clientélisme. C'est-à-dire que je n'aime pas 400 € à Alexis pour qu'il me donne quelque chose. Voilà, c'est clientélisme. Dans la perception du Hongrois, en fait, ça va être la même chose. Ça veut dire qu'en fait, Orban va donner des postes importants ou va nommer des personnes qui sont finalement dans son cercle à des postes clés, comme le flic du coin va demander, je sais pas moi, 20 000 forints, qui est l'équivalent de 70 €, pour... on va demander 70 000 forints pour laisser le jeune bourré qui rentre chez lui en voiture tranquille. D'accord. Finalement, c'est une logique qui, chez les Hongrois, finalement, tout ce qui appartient à l'État est corrompu. D'accord. Exactement, oui, ça c'est important. Ouais, on pourrait parler de beaucoup de choses Non, mais c'est bien ce qu'il dit, c'est vrai. Mais ça veut dire, moi, alors là, je vais essayer de poser des questions un peu bêtes. C'est-à-dire que quand vous me dites ça, c'est-à-dire que finalement, il n'y a pas une défiance aussi de la population hongroise face à l'État, à un moment donné? Ah ouais, t'as complètement raison. Mais d'accord, mais je pense qu'il faut séparer les... Alors ça, oui, il y a une énorme défiance vis-à-vis de l'État, et ça c'est hérité du communisme, c'est très clair. Mais s'il y a une défiance, pourquoi est-ce que Orban, qui représente l'État, arrive à faire des scores aussi importants? Parce qu'en fait, alors moi ce que j'en sais, c'est que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que à l'époque, le gouvernement qui était en place, qui était un gouvernement socialiste, qui était le... Gaëtan, tu vas me rafraîchir la mémoire. Gyurcsány. Voilà. Oui, a été en fait accusé de corruption. À l'époque, ils ont eu des gros problèmes avec ça, et il y a eu c'était en 2006, je crois. Il y a eu plein de choses. Voilà, mais c'est une des choses. Il y a eu un grand scandale là-dessus sur le gouvernement de Gyurcsány, qui était un gouvernement socialiste, sur justement le fait qu'ils étaient totalement corrompus et qu'ils mentaient au peuple, etc. Et donc Orban finalement est arrivé pas longtemps après dans une dynamique où finalement les gens étaient déjà défiants de tout ça. Donc en fait, même si Orban reproduisait exactement le modèle de Gyurcsány, s'il faisait exactement les mêmes erreurs, finalement ce serait pas si mal perçu parce qu'en fait ce serait que le second. D'accord, ouais. Et donc en fait c'est ça, et donc en fait faut pas oublier que du coup je pense que les Hongrois ont un seuil d'acceptation qui est beaucoup plus élevé que par exemple nous, en tant que Français, on pourrait l'avoir vis-à-vis de notre gouvernement, en fait. D'accord, oui. Là, ce serait une acceptabilité. Mais oui. Non, mais je pense qu'il faut séparer par contre le système qui est celui du clientélisme, qui existe à fond et qui joue à fond. Je veux dire, Orban, il a sa... Si on va vraiment dans les détails, mais là ça commence à devenir un peu dangereux, mais en fait c'est un cercle de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personnes maximum. Donc c'est une qui sont des amis, qui sont des amis d'Orban, qui vont récupérer tout l'argent, tous les marchés, avec l'argent européen,
qui gouverne. L'histoire contre les immigrés, la façade idéologique du gouvernement, c'est une façade. Donc, moi, quand j'entends tout ça, donc, on a parlé de ce rapport à l'Union Européenne. Donc, moi, ce que je comprends, c'est finalement c'est un jeu de dupes entre la Hongrie et l'Union Européenne, c'est-à-dire qu'on accepte plus ou moins certaines choses pour pouvoir. Parce que tu votes. Parce qu'ils ont leur vote. Ils ont leur vote. Au sein du PPE. Il y a un peu ça. Donc, finalement, c'est situation qu'on critique et aussi acceptée de fait. C'est ça. Mais l'Union Européenne, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, nommons des gens. Ça veut dire Angela Merkel. Ça veut dire. Macron maintenant, je ne sais pas. Macron maintenant, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, Sarkozy, donc, les Républicains, et d'autres. Enfin, tous ceux qui sont au sein du PPE, pas tous, parce qu'il y a eu des critiques, ils acceptent ça. J'aimerais juste dire une chose. Oui. Orban est un excellent élève de l'Europe. Orban, vous avez jamais, et personne n'a jamais entendu, parler d'un veto hongrois sur quelque décision européenne que ce soit. Quand on vote pour les quotas d'immigrés en Europe, Orban il fait un cinéma pas possible chez lui en disant jamais on votera ça, c'est horrible, on fera pas. Vous l'avez entendu, même ici, même en France, c'est arrivé l'écho. Hein. Qu'est-ce qui se passe quand il y a le vote au Conseil des ministres ? Lui, il est présent. Hein. Il y a 28 personnes qui votent, il n'y a pas d'abstention, il n'y a pas de vote contre. Mais lui, il en est. Ça c'est réel. Il n'y a jamais d'histoire de V. Ça c'est un exemple, mais il y en a plein comme ça. Il y a jamais. C'est un très bon élève. Donc c'est un double jeu qui joue concrètement. Mais oui. En fait, de par le fait, la Hongrie, par rapport à l'immigration, a une situation qui est assez compliquée dans le sens où, en fait, finalement, elle touche des subventions européennes pour, entre guillemets, limiter l'immigration. Parce que, pour pas laisser des... Mais en même temps, comment dire, elle touche... Vas-y, pour limiter l'immigration, mais en même temps, il profite de cet argent-là pour faire autre chose, c'est ça que tu voulais dire Non, en fait, ils touchent des subventions, mais en même temps, ils se font taper dessus parce qu'ils limitent l'immigration. Donc, c'est un peu paradoxal. Alors, en fait, d'accord. Ce qui est intéressant, c'est que depuis qu'Orban a fait cette politique anti-migratoire, tous les autres pays l'ont suivi, en fait. Hein. En France, à Vintimille, tu passes pas à Nice. Hein. Oui. C'est pas pour rien qu'il y a la vallée de la Roya. Mais eux, en fait, Calais, ça existe. En fait, ils sont dans l'espace Schengen. Enfin, ils sont pas dans l'espace Schengen et ils sont au bord de l'espace Schengen. Donc, finalement, ils ont un peu le sale rôle, finalement, parce que finalement, s'il faut construire un mur, c'est là qu'on le construit. Voilà. Surtout tout le monde fait comme eux. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi ? C'est l'intensité du discours d'Orban à l'intérieur de chez lui et ce qu'il fait après. Quand on dit les politiques, il faut pas écouter ce qu'ils disent, mais regarder ce qu'ils font, Orban, c'est génial, c'est ça. Hein. Il fait des choses qui sont... C'est un mondialiste, Orban. Mais même son conseiller, il a un conseiller chinois, il veut être la plateforme d'introduction de la Chine en Europe. Il emprunte à la Russie. Mais voilà, mais il n'y a pas de problème. Son rapport mais à l'argent, la Russie, il va dans sa poche. Mais son rapport à la Russie aussi, c'est quand même particulier parce qu'il joue aussi sur le fait... Parce que je me rappelle, Gaëtan, que tu m'as montré une carte que tu avais fait, le jeu politologue hongrois, c'est ça où en fait il divisait l'Europe en trois, c'est-à-dire qu'il y avait quoi ? Il y avait peut-être oui, mais ça c'est une projection. C'est une représentation du monde qui est russe, qui plaît. Mais qu'est-ce qui d'accord, mais qu'est-ce qu'il fait, Orban ? Il s'en fiche de tout ça. Orban, lui, ce qui l'intéresse, enfin, moi j'avais entendu Bill Clinton, c'était, je sais pas, il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, je sais plus, qui disait ça à la télé, il disait, mais ce genre de type, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut s'en mettre plein les poches, et c'est tout ce qui l'intéresse. Et moi, quand j'avais entendu ça, je m'étais dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire ? Enfin, ça me paraît extrême, quoi. Mais ça m'était resté, la phrase. Je dis, qu'est-ce qu'il dit, lui ? Il était plus au pouvoir depuis longtemps. Hein. Et je me suis dit, il y a quelque chose. Et en fait, c'est ça l'intéresse pas l'idéologie, en vérité, Orban. C'est un animal politique. C'est un pragmatique. C'est un pragmatique, et ce qu'il veut, c'est se faire beaucoup d'argent. Et quand tu regardes les gens qui sont autour de lui, ils étaient rien, c'est des électriciens, aujourd'hui c'est des millionnaires. D'accord, ouais. Hein, non mais soyons clairs, c'est ça, c'est se remplir les poches. Et quels sont le rapport à la Russie ? Quel est le grand exemple d'Orban ? C'est Poutine. Poutine, il y a un cabinet américain qui s'occupait de sa fortune qui l'estimait à entre 200 et 300 milliards d'euros. On est très très loin de l'homme le plus riche du monde selon Fortunes. Ouais. Très très loin. Non mais c'est vrai, Erdogan c'est la même chose. Hein. Donc c'est des gens qui, à un moment... En fait, c'est pas le problème des valeurs d'Orban. Parce que, par exemple, j'ai envie de dire, à la limite, même si le Jobbik, donc l'extrême droite hongroise, est détestable, j'ai envie de dire, ils se battent pour des idées.
Orban, je crois, moi, franchement, il se bat pour des euros. Pour lui-même, quoi. Pour lui-même. Et D'accord. il va utiliser les peurs. S'il voit qu'une peur fonctionne, il va l'utiliser. La peur, c'est un sentiment très fort. Il y a eu une tonne d'études, de travaux là-dessus. La peur, c'est quelque chose de très fort, qui fonctionne très bien politiquement. Il utilise cette peur d'une soi-disant invasion, qui fonctionne en Hongrie, parce qu'on l'a dit, il y a ce background, il y a cet arrière-plan des invasions, et il utilise ça pour avoir le pouvoir. Et après, il va couper toutes les formes de protestation possibles pour le garder et se faire de l'argent. Et Orban représente la sécurité. Pour le Hongrois, finalement, Orban et finalement, oui, bien sûr. in fine, de par le discours, de par l'état des choses, etc. Et en vérité, Orban il va finir par représenter Et finalement, la sécurité pour le Hongrois. Il est. Comme Poutine représente la sécurité pour le C'est Russe. ça, il y a quelque chose comme ça. Il y a Ouais. quelque chose. Mais oui, il y a absolument quelque chose comme ça. Mais au final, j'ai envie de dire, quelle tristesse. Pour les Hongrois, quoi. Enfin, Oui. c'est triste parce qu'ils méritent. Alors, je suis partagé entre dire que chaque peuple mérite le gouvernement qu'il a, je crois que c'est vrai, et en même temps, j'ai envie de dire que personne ne mérite ça, enfin. Ouais, d'accord. Alexis, tu veux réagir pour un dernier mot de fin, peut-être, si tu veux dire quelque chose là-dessus. Non, bah, juste. Tu que peux, je vais- peut-être toi, en tant que peut-être Hongrois d'origine, peut-être, ou peut-être autre chose, non Non mais voilà, je vais réagir par rapport justement à Orban et la Russie, je pense que, c'est, comment dire, en fait le truc c'est que la Russie finalement, ce qu'on sait, c'est que c'est finalement, c'est devenu malgré elle, l'ennemi un peu de l'Europe, quoi. Voilà, Poutine est devenu l'ennemi de l'Europe, et finalement Orban, on va dire en s'acoquinant avec Poutine, finalement défie aussi un petit peu l'Europe, tout en restant dans l'Union Européenne, quoi. Donc voilà, après... Voilà, ce que je pense, comme disait Gaëtan, effectivement, la Hongrie mérite mieux que quelqu'un comme Viktor Orban, mais finalement ne l'a pas. Alors là-dessus, je pense qu'on peut quand même rebondir avant de finir ce podcast, c'est qu'en fait, alors, on l'a souvent accusé de museler l'opposition, mais finalement Orban n'a pas vraiment d'opposition viable, en fait. Oui. Donc voilà, du coup, voilà, la question reste ouverte. Est-ce que Orban est un bon dirigeant pour la Hongrie ou pas ? Voilà, c'est... Alors, pour un petit dernier mot de la fin, avant qu'on termine sur ce que tu disais justement, qu'il n'y ait pas d'opposition, parce que c'est aussi le vrai problème. Il n'y a pas d'opposition parce que c'est pas parce qu'il la muselle, il n'y a pas d'opposition parce qu'il n'y a personne de crédible en face. Les deux sont vrais. Les deux sont vrais. En fait, c'est un Les deux sont vrais. C'est un cercle vicieux qui a fait que... Alors, si on reprend l'OSCE, l'OSCE a dit que pour ces élections-là et pour les élections d'avant aussi, que c'était pas des élections qui étaient complètement comme on dit, équitables, parce que Orban avait trop de pouvoir sur les médias et aussi trop de pouvoir politique avec les circonscriptions, tout ça c'est vrai. Et de l'autre côté, c'est vrai aussi que l'opposition est très mal organisée. Alors là, c'est une question de l'œuf et de la poule. Voilà. Qu'est-ce qui fait que... Bon voilà, donc j'espère que ce podcast vous a plu et vous a permis d'apprendre un peu plus sur la situation politique hongroise. Alors on n'a pas pu aborder tout dans le fond parce que dans le temps qu'on avait c'était un peu compliqué. En tout cas, j'espère que si un jour vous allez en Hongrie ou si vous y êtes déjà allé, vous aurez un regard différent peut-être sur la politique qui est menée en Hongrie grâce à ce que nous ont dit Gaëtan et Alexis. En tout cas, malgré tous les problèmes qu'il y a en Hongrie, ça reste un beau pays. Ça reste un pays avec une capitale magnifique, avec des paysages qui sont aussi très beaux. Donc je vous invite à y aller, et pas y aller pour le festival de Szigets parce que ça c'est de la merde, mais y aller pour voir la vraie Hongrie, aller voir les gens, aller discuter avec eux, et là vous comprendrez aurez peut-être plus d'infos sur ce qu'on vient de dire, nous ici. En tout cas, je vous remercie les gars, donc merci Alexis, merci Gaëtan, et puis on se retrouve pour un autre podcast, on verra sur quel sujet, et je vous souhaite à tous une bonne journée ou bonne soirée. Au revoir.